Le 10 mai 1940, le Troisième Reich déclenche une offensive générale en Europe de l'Ouest. 8 mois après la Pologne, le régime nazi veut liquider la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg. Jour après jour, les différentes percées des Allemands mettent en déroute les forces militaires alliées. Plus de 10 millions de civils se jettent sur les routes. Des millions de soldats sont faits prisonniers. Les images d'un désastre à jamais cloué dans notre mémoire. Mais derrière ces images, nous savons maintenant qu'il y a eu des vagues de massacres, qu'il y a eu de nombreux suicides, que des dizaines de milliers d'enfants ont disparu et que tout un État et ses institutions ont été confrontés à ce cataclysme. À l'échelle d'un pays de 40 millions d'habitants, chacun, homme et femme, qu'il soit politicien, militaire, civil, doit faire face à ses choix. Que faire? Fuir? Se rendre? Résister? Ou mourir? Partout, dans les villes et villages de France, nous avons enquêté afin de comprendre ce qui s'est passé. Ainsi, avons-nous pu reconstituer des histoires majeures et inconnues qui révèlent, d'une manière inédite, ce mois de juin 40. « 2 juin 1940. La bataille de Dunkerque fait rage depuis plusieurs jours. Les Pays-Bas et la Belgique ont déjà capitulé. Les alliés franco-britanniques tentent de sauver une partie de leurs armées, prises en tenaille dans le nord de la France. Malgré les attaques incessantes d'essaims d'avions allemands, il faut réussir à s'extirper de ce piège mortel. Évacuer outre-Manche des centaines de milliers d'hommes. Ce 2 juin, pendant que les troupes allemandes s'acharnent à détruire la poche de Dunkerque, à une centaine de kilomètres de là, un vétéran de la Grande Guerre foule de nouveau le sol français. Adolf Hitler en personne parcourt les cimetières, les nécropoles militaires de 14-18. Notamment une, celle de Vimy, là où sont enterrés les soldats canadiens morts pendant la Grande Guerre. À quoi rime cette visite ? Dans un cimetière dédié à un des pays alliés contre l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale. Cette visite a un but: contredire les rumeurs de destruction du mémorial canadien de la Première Guerre mondiale par les troupes du Reich. Hitler joue à l'ami des bêtes. Le tout Troisième Reich est présent, notamment le maréchal Keitel, le chef de l'état-major allemand. Et qui trouve-t-on là? Un général encore inconnu, mais une des étoiles montantes de la Wehrmacht, l'armée régulière. Erwin Rommel, le chef de la 7e division de Panzer. Hitler, Rommel et toute la clique veulent faire croire qu'ils disposent d'une armée immer correcte. Toujours correcte. Le monument canadien n'a pas été détruit. Il sert de façade au mensonge. Les nazis commettent crime de guerre sur crime de guerre. Première découverte, l'ampleur des destructions, pillages, incendies de villes et de villages. Les dizaines de massacres de civils et de prisonniers de guerre. Partout, les troupes allemandes laissent des traînées de sang.
Les prémices des meurtres de masse qui vont devenir systématiques un an plus tard sur le front de l'Est. Des massacres commis par la Wehrmacht, l'armée régulière, et par des unités de la branche militaire de l'ordre SS, les Waffen-SS. Notamment la division Totenkopf, la division Tête de Mort. Une meute de tueurs, avec à leur tête Theodor Eicke, un proche de Himmler. Eicke, l'homme qui, depuis l'arrivée au pouvoir des nazis, a participé à la mise en place de leur système concentrationnaire. Totenkopf, Eicke. Pendant la campagne de France, ils interprètent allègrement cette partition, l'hymne à la terreur. Un massacre illustre parfaitement leur méthode criminelle. La tuerie s'est produite dans un lieu dit nommé Le Paradis, dans le Pas-de-Calais. Le 27 mai, les Totenkopf mènent de durs combats contre le Royal Norfolk Regiment. 99 soldats britanniques finissent par se rendre aux Waffen-SS et vont être massacrés. De ce meurtre de masse, il n'existe que quelques photos. Celles-ci auraient été prises par un SS juste avant que les prisonniers soient mitraillés et les blessés achevés à la baïonnette ou par balle. Il y a aussi cette photo-là, les cadavres. Le lendemain, à quelques dizaines de kilomètres, se produit une autre tuerie, près du village de Wormuth. Les Waffen-SS de la Leibstandarte Adolf Hitler, la garde du Führer, commandée par Sepp Dietrich, un proche de Hitler, assassine plus d'une cinquantaine de prisonniers britanniques. Ce 28 mai, ils dédicacent à leur façon leur crime, en souillant un tableau représentant Clémenceau. Tu n'es qu'un grand singe et un traître au peuple, un salopard et un ami des Juifs. Aux crimes des Waffen-SS s'ajoutent ceux de la Wehrmacht. Le 28 mai, en représailles à la résistance acharnée de l'armée française, la Wehrmacht investit Wany, dans l'Oise. En quelques heures, des centaines de maisons sont détruites et incendiées, et près d'une centaine de personnes assassinées. Quelques jours après, l'évacuation de la poche de Dunkerque s'achève. 200 000 soldats britanniques et 120 000 soldats français ont réussi à échapper au piège. Des dizaines de milliers de soldats français sont quand même faits prisonniers. Pour le Royaume-Uni et le reste du monde, la France commence à ressembler à ça. Les restes d'une grande puissance réputée invincible, rongée par cette incroyable défaite. Un pauvre pays,
qui dégueule littéralement de réfugiés. Toute une partie de la population se déverse sur les routes. Poussé par la terreur, le souvenir de ce qui s'était passé au début de la Grande Guerre, ces milliers de civils belges et français assassinés par les troupes allemandes. Et comment oublier les destructions et exactions massives commises quelques mois auparavant par les troupes nazies en Pologne. Panique et disparition. Nous avons été stupéfaits d'apprendre ceci. 90 000 enfants ont été perdus pendant l'exode. La presse publie des planches photos, des avis de recherche. Qui reconnaîtra ces enfants perdus dans l'exode? Un autocar venant du nord arrive à Paris. Tout le monde descend. Il reste 4 bébés sur une banquette. Personne ne les connaît. Une plaque, un carnet permettent d'en identifier 3. On ignore tout du dernier. Au cours de la fuite sous la mitraille, ils ont été séparés des leurs. Ils résident actuellement à la maison maternelle, 38 bis rue Manin, à Paris. La radio consacre même des émissions spécifiques aux disparitions d'enfants. Nous allons une fois de plus vous présenter notre émission à la recherche des enfants perdus. Cette émission dont nous n'avons plus besoin de souligner l'utilité. Écoutez tout d'abord le cas que vous présente le ministère de la Famille, le cas d'enfant recherché numéro 39. C'est celui de la petite Monique Deilly, D-H-E-I-L-H-Y. Âgée au moment de sa disparition de 10 ans. Elle est née à Corbie dans la Somme. Elle a disparu le dimanche 17 mai à Amiens au cours d'un bombardement. Elle était à ce moment-là avec son père. On n'a plus trace de l'enfant depuis ce moment. On suppose qu'elle-même a peut-être été blessée et emmenée... Pendant que les Français se répandent sur les routes, le gouvernement s'égare. Division, indécision. Il y a l'effondrement psychologique des uns, les manœuvres des autres, l'incapacité de réagir pour tous, ou presque. Sans oublier l'incompétence de l'état-major français. La France court vers la catastrophe. Sauf pour la presse, qui fait assaut de rodomontades. Pourtant, toute une partie de l'armée française se bat. Dans les airs, malgré leur infériorité numérique, les aviateurs français réalisent des prouesses, infligent de lourdes pertes à la Luftwaffe. Au sol, de nombreuses unités se défendent pied à pied, jusqu'aux dernières munitions, jusqu'au dernier homme. Une partie de l'armée française s'arc-boute sur une ligne de front Somme-Aisne, là où le pouvoir politique et l'état-major français espèrent bloquer l'offensive allemande. Il faut tenir sur cette ligne, à tout prix. Mais l'armée française plie, puis rompt.
Pour des dizaines de milliers de soldats, il n'y a plus qu'à se rendre, à subir. Ça suffit, semble dire cet officier. Épargnez-moi ça. L'avancée allemande continue. À Paris, c'est le branle-bas de combat, politique. Le président du Conseil, Paul Reynaud, réorganise son gouvernement, nomme quelques proches. L'un d'entre eux est un quasi inconnu, Charles de Gaulle. Récemment promu général de brigade à titre temporaire, de Gaulle préconisait déjà depuis des années une guerre de mouvement, celle qu'appliquent les Allemands. De Gaulle est nommé sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale. Sa nomination donne lieu à un article vibrant du Matin. Ce général de Gaulle, il était encore colonel il y a 15 jours, qui vient d'être nommé sous-secrétaire d'État à la guerre, n'est pas seulement une des lumières de l'armée, il est la lumière même qui éclaire les routes les plus obscures. Ce ne sont pas les grands cerveaux qui manquent pour guider la France, mais ce sont les pauvres gens pour les écouter. Certains grands cerveaux n'apprécient pas cette nomination. De Gaulle, sous-secrétaire d'État, cela déplaît au général Weygand, le piètre commandant en chef des forces françaises. Et de Gaulle déplaît souverainement à Philippe Pétain, maréchal de son État, ancien ambassadeur de France en Espagne et depuis quelques semaines vice-président du Conseil. Pétain pressent que ses proches et lui ont d'autres cartes à jouer. À 84 ans, il attend son heure. Patience, maréchal. La France brûle. La France brûle malgré la résistance de toute une partie de l'armée. Cette armée française qui comprend près de 200 000 soldats indigènes. Des milliers d'entre eux vont subir le pire. De leur tragédie, nous avons exhumé une histoire exemplaire, celle du capitaine Nchorere. De lui, nous avons trouvé ces quelques photos qui nous permettent de restituer le début de son histoire. Charles Nchorere a 43 ans. D'origine gabonaise, ce vétéran de la Grande Guerre avait été naturalisé français. Il appartient à un régiment d'infanterie coloniale mixte, mélangeant soldats français et africains. De la suite de son histoire, nous disposions de plusieurs récits, mais d'aucune image. Alors, nous les avons reconstitués, au plus près de ce qui s'est passé. Le 7 juin, après plusieurs jours de combats acharnés dans la Somme, sa compagnie a été en partie décimée. Le capitaine Nchorere se résout à la reddition. Les Allemands veulent obliger le capitaine et ses hommes à se mettre à genoux, à mettre les mains sur la tête. Refus. Il se fait traiter de sale nègre. Il rétorque « Je ne suis pas un nègre, mais un officier français. » Ces hommes sont également assassinés. À quelques dizaines de kilomètres, une autre unité coloniale s'acharne à respecter cet ordre, tenir sans esprit de recul.
Un des soldats se nomme Jean-Baptiste Enchorere, un des fils du capitaine Enchorere. Jean-Baptiste est tué au combat. Quelques mois auparavant, il avait écrit ces lignes à son père. N'as-tu pas déjà toi-même, dans une lettre que j'ai toujours là et que je relis souvent, tracé ces lignes saisissantes? La France, on prétend qu'elle est une mère. Je ne sais pas. S'il le faut, faisons pour elle ce que nous pouvons, conscients que ce n'est pas elle seule que nous servons, mais l'humanité tout entière. Charles Enchorere lui avait répondu en ces termes. Les sentiments exprimés dans ta lettre m'ont profondément touché. Je me suis reconnu en toi. Aime l'humanité, car il n'y a que cela qui compte, indépendamment des questions idiotes de couleur et autres. Sois digne de toi, digne de moi, digne de ton pays et de l'Afrique. À bientôt, quelque part là-bas, et affectueusement. À bientôt quelque part là-bas. Nulle part pour les assassins du capitaine Enchorere, qui font disparaître son cadavre. Le corps de l'officier n'a jamais été retrouvé. Ce meurtre n'est pas un acte isolé. C'est un des faits majeurs et méconnus de la bataille de France. Le sort du capitaine Enchorere est partagé par des milliers de soldats indigènes. Surtout les tirailleurs sénégalais, qui subissent humiliation sur humiliation, brutalité, torture, assassinat. Le mobile, il est annoncé dans ces quelques phrases. Dans Mein Kampf, mon combat, Adolf Hitler n'avait-il pas écrit ceci? La France est et reste l'ennemi que nous avons le plus à craindre. Ce peuple qui tombe de plus en plus au niveau des nègres, mais sourdement en danger par l'appui qu'il prête aux Juifs pour atteindre leur but de domination universelle, l'existence de la race blanche en Europe. Le rôle que la France, aiguillonnée par sa soif de vengeance, joue aujourd'hui est un péché contre l'humanité blanche et déchaînera un jour contre ce peuple tous les esprits vengeurs d'une génération. En quelques phrases, Hitler se fait le porte-parole d'une haine durable, une haine qui prend racine dans la boue de 14-18. Les Allemands trouvaient indigne que des troupes indigènes participent à cette guerre, surtout des Noirs. Pour la propagande allemande, au nom de quoi cette race inférieure, ces sous-hommes, auraient-ils le droit de participer à cette grande boucherie entre nations civilisées? La propagande française, elle, vendait la force noire comme épouvantail à boche, coupeur de tête, de gorge, d'oreilles, de couilles. Les Allemands n'avaient qu'à numéroter leurs abattis. À ce contentieux qui remonte à la Première Guerre mondiale s'ajoute un surcroît de haine, juste après le conflit. Quand l'armée française, avec ses troupes indigènes, occupe une partie de l'Allemagne. Pour les Allemands, c'est l'humiliation suprême. La presse et la propagande nationaliste s'inventent des campagnes de pillage, de meurtre, de viol.
fabrique ce type de médaillon estampillé « Die Schwarze Schande », la honte noire. On fabrique même de fausses images, comme celle-ci, ces photos extraites d'un film. Le pseudo-viol d'une jeune femme allemande par des soldats noirs. Voilà toute l'histoire que les troupes nazies ont en tête pendant la bataille de France. Alors, en 1940, le régime nazi fait feu. Toutes les unités de propagande doivent trouver les opportunités de faire des images permettant de comparer des soldats allemands bien présentables avec des nègres sénégalais particulièrement brutaux et tout autre prisonnier de couleur qu'ils trouveront. Une opposition tranchée entre les deux races est primordiale. Livraison des films urgente. Alors, on livre. Dès que des soldats africains sont filmés, la caméra se rapproche. Il y a aussi ces photos. Indigène égale bête féroce, donc bête curieuse. C'est le zoo humain. Und immer wieder dasselbe Bild. Weiße, braune, schwarze, alle Rassen der Welt. Das sind die schwarzen Brüder des Poilus. Vor wenigen Tagen noch erklärte Chamberlain einem Amerikaner gegenüber, dass England und seine Verbündeten sich als Treuhänder der Zivilisation im Kampfe gegen mittelalterliche Barbarei fühlten. Das sind also die Treuhänder der Kultur. Tout est permis. Ici, dans ce film tourné par un militaire allemand près de Paris, des soldats africains sont condamnés à jouer les fossoyeurs. Les Allemands sont au spectacle. Là, on balance une chèvre à ces soldats affamés. Tout est bon pour régaler la propagande nazie. L'opérateur fait de la péloche moche et le photographe jubile. Nous avons trouvé pire, grâce au témoignage d'un soldat indigène qui a survécu à un carnage, en réussissant à se terrer dans une cave. En racontant à des villageois ce qui s'était passé. Nous avons questionné des anciens et des élus locaux, et voici ce que nous avons appris. Le 7 juin, le village d'Angeste, dans le département du Nord, est pris d'assaut. Image spectaculaire. De fait, nous n'assistons pas à une bataille, mais à sa reconstitution, à des fins de propagande. Un film effectué plusieurs jours après le véritable assaut et en utilisant des prisonniers de guerre qui y ont trouvé la mort.
Voici les ultimes images du film allemand. La façade de ce bâtiment, les grilles. Voici des photos du même endroit, mais là, des soldats africains sont poursuivis. En réalité, pour les besoins du film, les Allemands ont utilisé des soldats indigènes faits prisonniers. Ils leur ont ordonné de se battre avec des armes chargées à blanc. Les Allemands, eux, vont tirer à balles réelles. Les habitants d'Angest n'ont découvert l'existence de ce massacre que beaucoup plus tard. Voici pourquoi, selon le récit de plusieurs anciens. Début juin 40, le village est désert. La population a fui les combats. Quand les habitants reviennent, quelques semaines plus tard, le village est complètement détruit. Mais dans une cave, il reste un survivant. Il raconte toute cette histoire à une famille qui s'est tue à l'époque, par peur de représailles des Allemands. Le soldat sénégalais a fini par quitter le village. Personne ne sait ce qu'il est devenu. Et ce massacre s'est volatilisé jusqu'à aujourd'hui. Ce 7 juin, le jour où les Allemands prennent Angest, quelques militaires français préparent un véritable exploit aéronautique. Un équipage de l'aéronaval n'accepte pas la dérouillée de l'armée française. Il faut frapper fort, très fort. Une mission dont cet équipage a très peu de chances de réchapper. Ils veulent frapper l'Allemagne nazie au cœur et à la tête. Berlin. L'objectif que se sont fixés le capitaine de frégate Deyer, les lieutenants Yonnet et Comet, les maîtres radio Secours, maître mécanicien Corneillet, second maître bombardier Deschamps. Leur avion, un Farman. Un avion commercial qu'ils ont transformé en bombardier à longue portée. Baptisé le Jules Verne, repeint en noir, chargé de bombes et de réservoirs d'essence supplémentaires, l'avion est un piège mortel. Il faut déjouer la chasse et les défenses antiaériennes allemandes. Décollage de Bordeaux-Mérignac, direction nord. Survol de la Manche, passage au large de la Hollande, remontée jusqu'au Danemark, et on pique au sud-est, Berlin. Le lieutenant Yonnet décrira ainsi Deyer, le maître d'œuvre de ce raid insensé. Dans la faible lueur des instruments de bord, je vois le profil de Deyer, impassible, hiératique, comme s'il poursuivait un rêve sans fin. À minuit, l'avion corsaire survole enfin Berlin. Le bombardement de Berlin, le premier de la Seconde Guerre mondiale, commence. Quelques bombes de plusieurs centaines de kilos vont être larguées. Puis le Jules Verne continue son tour de Berlin en 80 bombes incendiaires, larguées à la main. Le maître mécanicien Corneillet s'accorde même un ultime bras d'honneur, un lancer de godasses sur la ville. Ce devait être une mission suicide. L'équipage rentre sain et sauf, en héros. L'exploit est salué à sa façon par Radio Stuttgart, cette radio de propagande nazie, servie par des collabos français de l'avant-première heure. Ce n'est pas là un acte de guerre, mais de piraterie.
le commandant Dellière et son Jules Verne sont déjà condamnés à mort. Radio Stuttgart postillonne et la presse française brode. Enfin a-t-elle un véritable exploit militaire à se mettre sous la dent. Au front, la situation est catastrophique. Partout, l'armée française se délite. Le 9 juin, pour De Gaulle, pas question de baisser les bras. Il se rend en Angleterre, rencontre Winston Churchill, tente de le convaincre. Le Royaume-Uni ne peut pas laisser tomber la France. Churchill doit lancer toutes ses forces dans la bataille. Pour le gouvernement britannique, l'heure est à la temporisation. Se porter au secours de la France, n'est-il pas déjà trop tard? De Gaulle joue les émissaires du désespoir, pendant que l'Italie déclare la guerre à la France. La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Le 10 juin, ce n'est pas cet événement qui nous intéresse, mais un autre, qui s'est produit le même jour et qui est passé à la trappe de l'histoire. Un acte héroïque, reconstitué étape par étape, grâce aux écrits et témoignages de quelques officiers français et de familles des victimes, qui nous rappellent que 8 officiers français ont été assassinés parce qu'ils ont tenté de protéger leurs frères d'armes africains. Le commandant Bouquet, les capitaines Rhys et Speckle, les lieutenants Herminy, Planchon, Brocard, Rethel et Roux. De ces hommes, nous n'avons que quelques portraits, ceux du capitaine Speckle, des lieutenants Roux et Planchon. 3 des 8 officiers tués, non loin d'Amiens, près des villages d'Erquinvillers et de Cresson-Sac. Ce 10 juin, ces officiers et leurs soldats se rendent après d'âpres combats. Les Allemands séparent les Africains des Français. Les officiers français se rebiffent. Ils savent ce que réservent les Allemands aux Africains. Le capitaine Speckle explique qu'ils sont fiers de commander des soldats tels que les Sénégalais. Des paroles qui signent leur arrêt de mort. Leurs soldats sont assassinés. Les 8 officiers français vont l'être également. Les Allemands ne veulent pas laisser de traces. Les Français sont emmenés dans un endroit reculé. Pendant tout le mois de juin, de nombreux militaires français vont être tués pour avoir voulu protéger les soldats africains. Certains réussissent à empêcher les Allemands de massacrer leurs hommes. Dans la Somme, un officier tente de s'interposer entre les Allemands et ses tirailleurs. Ils sont sur le point d'être tués. Le lieutenant demande aux Allemands de ne pas s'abaisser à cela. Cette fois, le massacre n'a pas lieu. L'histoire n'a pas retenu le nom de ce lieutenant, mais celui d'un des hommes dont il sauve la vie. Le grand écrivain, poète et futur président du Sénégal,
Léopold Sédar Senghor. Malgré l'héroïsme de nombreuses unités, l'offensive allemande menace Paris. Le gouvernement français choisit de quitter la capitale. Pour la troisième fois en 70 ans, 1870, 1914, 1940, le gouvernement français déménage. Direction la Touraine. Le pays s'écroule, mais pour la classe politique, il reste au moins ça, la vie de château. Éparpillés dans plusieurs lieux, éparpillés dans leur velléité, seigneurs de la politique et de l'armée s'opposent. Partisans de la capitulation, de l'armistice ou de la continuation de la guerre s'affrontent. Le 13 juin, Churchill atterrit au beau milieu de ce cirque politico-militaire. Le Premier ministre britannique repart le jour même, après avoir refusé que la France envisage de signer une paix séparée et exiger que les centaines d'aviateurs de la Luftwaffe prisonniers en France soient transférés en Angleterre. Pour Churchill, ce sera autant de pilotes ennemis en moins, en vue de ce qui s'annonce, la bataille d'Angleterre. Comment Churchill n'aurait-il pas compris que cette pauvre France est à l'agonie? Une plaie béante, une gigantesque hémorragie, de militaires, de civils. Les Allemands arrivent aux portes de Paris, qui a été déclarée ville ouverte. Autrement dit, l'armée ne livrera pas bataille dans Paris. La capitale comptait près de 3 millions d'habitants. Le 13 juin, il n'en reste qu'un peu plus d'1 million. À Paris comme ailleurs, la peur des Allemands prédomine. Les arrondissements aisés sont quasiment vides. Les quartiers populaires beaucoup moins. L'exode à la mode parisienne, c'est aussi une question de moyens. Parmi celles et ceux qui n'ont pas pu ou voulu partir, il y a Sophie Morgenstern. D'elle, nous n'avons trouvé que ces quelques secondes d'images et quelques bribes d'informations sur sa vie. Sophie Morgenstern a 67 ans. D'origine juive polonaise, elle était devenue une sommité de la psychiatrie. Elle avait introduit la pédopsychiatrie en France, théorisé et initié le dessin comme moyen pour les enfants d'illustrer leur traumatisme. Le 13 juin, une de ses élèves la conjure de partir avec elle, de fuir vers le sud. Françoise Dolto ne veut pas abandonner Sophie Morgenstern à son sort. Peine perdue. Pour Sophie Morgenstern, à quoi bon fuir quand on essaie de survivre à la mort de sa fille Laure 1 an plus tôt et que les nazis arrivent? L'exode que choisit Sophie Morgenstern, c'est le suicide. Elle ne pourra pas aider ces écolières parisiennes du 13e arrondissement. Départ des évacués à la gare de Lyon. On se bousculait pour monter dans le train déjà complet. Ce sont de pauvres paysans qui sont venus. Il y a des femmes qui pleurent, des femmes qui se sauvent avec leurs petits-enfants. De nombreux cadavres étaient carbonisés. Des soldats, des femmes, des enfants. Un petit garçon qui avait vu sa mère tuée était accouru pour savoir ce qu'elle avait
et s'est fait tuer en voulant se pencher sur elle. Le 14 juin, l'armée allemande pénètre dans Paris. C'est une ville désertée par la majorité de ses habitants, par les élites politiques et administratives que les troupes nazies investissent. Une onde de choc psychologique ressentie dans le monde entier, actée benoîtement, heure par heure, depuis les commissariats de police. « 5h30, du 19e arrondissement. Signale passage de 5 ou 6 motocyclistes allemands et de 2 camionnettes chargées de soldats allemands. 7h50, des motocyclistes allemands sont signalés patrouillant boulevard Saint-Michel. 8h30, du 8e arrondissement. 20 motocyclistes allemands remontent les Champs-Élysées. 9h15, du 12e arrondissement. Une centaine de motocyclistes allemands sont signalés place de la Nation. 9h20, du 8e arrondissement. Les autorités allemandes demandent que les panneaux tricolores placés avenue des Champs-Élysées soient enlevés. 9h30, du 9e. Des voitures haut-parleurs allemandes, rue Lafayette, diffusent en langue française. La population doit rester chez elle pendant 48 heures. La police doit rester à son poste et assurer l'ordre. La police allemande coopérera au maintien de l'ordre. 9h50, du 7e arrondissement. Les autorités allemandes demandent l'enlèvement du drapeau de la Tour Eiffel sous peine de sanctions. Les Parisiens ont même droit à ça. Un avion de reconnaissance allemand se pose, place de la Concorde. Une prise de possession sans heurts, à quelques exceptions près, très symbolique. Dans le jardin des Tuileries, les Allemands détruisent une deuxième fois cette femme, Edith Cavell. La France avait érigé un monument en hommage à cette infirmière anglaise fusillée pendant la Première Guerre mondiale. Edith Cavell soignait aussi bien les blessés alliés que les blessés allemands. En octobre 1915, elle avait été exécutée par les Allemands pour avoir aidé des centaines de soldats alliés à s'échapper. Ses ultimes paroles, la veille de sa mort. Je ne dois avoir ni haine, ni amertume envers quiconque. Ce 14 juin, la haine et l'amertume rongent Thierry de Martel, un des plus grands neurochirurgiens de l'époque. Les Allemands pénètrent dans Paris, son monde s'effondre. Ce vétéran de la Grande Guerre ne s'était jamais pardonné la mort de son fils unique, Pierre, tué pendant le premier conflit mondial. Pour Thierry de Martel, pas question de rester dans cette ville lumière qui devient vert de gris. Un de ses amis, l'ambassadeur américain à Paris, William Bullitt, le dissuade de quitter la capitale. Alors, Thierry de Martel reste. Le 14 juin, l'ambassadeur américain reçoit ce simple billet. Je vous ai promis de ne pas quitter Paris. Ne vous ai pas dit si j'y resterai vivant ou mort. Adieu, Martel.
Suicide de Sophie Morgenstern le 13 juin, de Thierry de Martel le 14, d'un Alsacien quelques jours plus tard. Joseph Mester. Cet enfant de 9 ans sur lequel Joseph Pasteur, en 1885, avait expérimenté avec succès le vaccin contre la rage. Joseph Mester avait obtenu un poste de gardien à l'Institut Pasteur. Que lui reste-t-il? Pour cet Alsacien, il y a déjà ça, les Boches dans Paris, partout. Et il n'a plus aucune nouvelle de sa famille, perdue quelque part, sur les routes de l'Exode. Contre le désespoir, il n'existe pas de vaccin. Joseph se suicide. Paris, comme toute la France, entre dans l'occupation. La Banque de France a quand même réussi à évacuer in extremis, notamment vers les colonies, toutes ses réserves d'or, 2400 tonnes d'or, que ne cesseront de convoiter pendant toute la guerre les nazis, Vichy, la France libre, les Britanniques et les Américains. Les musées ont essayé de soustraire les œuvres d'art à la convoitise des nazis. Et partout, on essaie de planquer cet autre trésor national, le vin. Surtout les grands crus. C'est toujours ça que les Boches n'auront pas. Dans les asiles d'aliénés, des milliers de malades mentaux se retrouvent livrés à eux-mêmes ou errent sur les routes de l'Exode. Beaucoup vont mourir, faute de nourriture et de soins. Dans les hôpitaux, il y a urgence et folie, jusqu'à l'extrême. À l'image de ce qui se produit à l'hôpital d'Orsay. Le 14 juin, l'hôpital est évacué. Plusieurs patients sont jugés intransportables. Alors, dans la pagaille, un médecin militaire de passage ordonne « Faites cédole et morphine à haute dose ». Une injection mortelle. Euthanasie. Plusieurs infirmières s'en chargent, épuisées, apeurées. Sept patients, hommes et femmes, reçoivent la piqûre fatale. Une infirmière confie. Une croyante comme moi, j'ai tué un être humain. Un malade survivra à l'injection fatale. Son témoignage amènera 4 infirmières en justice, jugées en mai 1942. Surnommées les piqueuses d'Orsay, elles seront condamnées à des peines de prison avec sursis. Leurs avocats avaient mis en avant le délire collectif qui s'était emparé de la France. Un expert avait plaidé ainsi. Ce meurtre est un meurtre à motif altruiste, commis à la faveur d'un obscurcissement du sens critique sous l'empire d'une émotion collective. L'administration pénitentiaire, elle, a des ordres stricts. Garder sous contrôle les prisonniers. Les prisons sont évacuées au fur et à mesure de l'avancée allemande. Des milliers de délinquants et de criminels se retrouvent sur les routes sous escorte militaire. De cette face inexplorée de l'Exode, grâce à un chercheur, nous avons pu accéder à ces quelques documents. 2 photos, des taulards sur la route, et ce dessin, cartographie d'un itinéraire.
les forces de l'ordre ont des consignes impitoyables. Tentative de fuite, la mort. Tout taulard qui n'arrive plus à avancer, qu'il soit épuisé, malade, tir au flanc, la mort. Alors, la peine de mort s'applique sous forme d'exécution sommaire. En joue! Feu! Messieurs, en joue! Feu! Un exemple, près de Montargis, en 2 jours, 13 taulards sont flingués. Nombre officiel. De fait, il y en aurait eu des dizaines, dont les corps sont abandonnés sur place. Un seul sera identifié, le comte Armand-Thierry de Ludre, un diplomate suspecté de sympathie pro-nazie. Des centaines, voire des milliers de taulards verront dans l'Exode une aubaine. Un de ces évadés laissera son nom, hélas, dans l'histoire. Henri Chamberlain, dit Henri Lafont. En juin 40, un petit malfrat, qui va devenir un collabo redoutable, le tout-puissant chef de la Gestapo française du 93 rue Lauriston à Paris. Comment tout un pays ne partirait-il pas à volo quand ses élites politiques agissent de même? Pour le gouvernement français, après la Touraine, direction Bordeaux. Pour la 3e fois en 70 ans, Bordeaux sert de capitale bis. Et de champ de manœuvre aux rivalités et intrigues politiques. 2 camps s'opposent toujours. Partisans de l'armistice contre partisans de la lutte. Pétain gagne du terrain, convainc des hauts gradés et des politiciens à la cause de l'armistice. À l'inverse, De Gaulle exhorte Reynaud à poursuivre la lutte. La métropole est condamnée, il faut utiliser les territoires de l'Empire colonial pour poursuivre la guerre. Avec l'accord de Reynaud, De Gaulle part pour Londres afin de négocier ce transfert. Paul Reynaud, lui, lance un appel à Roosevelt. Demande que les États-Unis entrent en guerre. Roosevelt l'assure simplement de sa sympathie et de son soutien moral. This nation will remain a neutral nation, but I cannot ask that every American remain neutral in thought as well. Even a neutral has a right to take account of facts. Even a neutral cannot be asked to close his mind or to close his conscience. La France a les 2 pieds dans la tombe. Même les corbillards servent à l'exode. Cette journée marque un tournant historique et décisif. Les 2 camps politiques s'affrontent ouvertement. Reynaud et les partisans de la lutte contre les partisans de l'armistice, avec Végan et Pétain comme porte-drapeau. Pour ces derniers, l'armistice garantit que l'honneur est sauf pour l'armée, puisque ce seront les politiques qui endosseront la défaite. Lassé de l'impuissance générale, Reynaud finit par démissionner. Pétain lui succède immédiatement comme chef du gouvernement. Pétain ne perd pas de temps.
Dès le lendemain, le 17 juin, vers midi, il décide d'un cessez-le-feu unilatéral. Français, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. L'appel de Pétain a cette conséquence immédiate, le découragement définitif de centaines de milliers de soldats français. L'heure est aux redditions massives. Pour De Gaulle, cette situation est inacceptable. Alors, il repart immédiatement pour Londres. Par crainte d'être arrêté et pour organiser la lutte, il est le seul membre du gouvernement à rejoindre l'Angleterre. Churchill et De Gaulle se mettent d'accord. Il faut contrecarrer l'appel de Pétain. De Gaulle planche sur son discours. La France doit continuer la guerre. De cette France en pleine déchéance, surgit immédiatement un autre pays, une France qui fait le choix de la résistance, quel que soit le prix à payer. À l'instar de ce haut fonctionnaire, dans quelques jours, le jeune préfet de l'Eure-et-Loir va avoir 41 ans. En guise d'anniversaire, voici ce que va vivre Jean Moulin. Le bilan de la situation est désastreux. Plus aucune organisation économique ni administrative. Tout un édifice social à reconstruire, dans des conditions matérielles effroyables. Mais il le faut pour opposer aux Allemands une armature sociale et morale digne de notre pays. Quand les Allemands entrent dans Chartres, Jean Moulin est pratiquement seul. La ville est quasi déserte. Ils répandent la nouvelle de la capitulation de l'armée française. Ce que les Allemands ne disent pas, ce sont les atrocités qu'ils ont déjà commises dans le département. Le préfet Moulin est convoqué par les Allemands. Un officier allemand lui ordonne de signer un document. Il fait état de prétendues atrocités commises par nos soldats. Des femmes et des enfants ont été massacrés après avoir été violés. Ce sont vos troupes noires qui ont commis ces crimes. Jean Moulin est indigné. Il refuse de signer. Il est injurié, tabassé pendant des heures. Il est enfermé dans une geôle improvisée, où croupit un tirailleur sénégalais. Je ne peux pas signer, être complice de cette monstrueuse machination qui n'a pu être conçue que par des sadiques en délire. Tout plutôt que cela, tout, même la mort. Mon devoir est tout tracé. Les Boches verront qu'un Français aussi est capable de se saborder. Son compagnon de captivité dort. En pleine nuit, Jean Moulin s'empare de morceaux de verre qui jonchent le sol et se tranche la gorge. À l'occasion d'une ronde, ses tortionnaires le découvrent, exsangue. Immédiatement soigné, il n'est plus inquiété par ses bourreaux. Il est quand même photographié, avec son pansement autour du cou. Quelques mois plus tard, il sera révoqué par Vichy, puis rejoindra la France libre. Chargé par De Gaulle d'organiser la résistance en France occupée, il sera capturé le 21 juin 1943 par la Gestapo, pratiquement 3 ans jour pour jour après sa tentative de suicide. Son bourreau sera le lieutenant SS Klaus Barbie. Ce même 17 juin,
Alors que De Gaulle se prépare à appeler à la résistance, que Jean Moulin est torturé, un autre haut fonctionnaire décide de sauver la vie de dizaines de milliers de personnes. Aristide de Sousa Mendes, le consul du Portugal. En poste à Bordeaux, il sait que des dizaines de milliers de réfugiés, notamment des réfugiés juifs et des opposants au Troisième Reich, cherchent à fuir la France. Mais Sousa Mendes est censé respecter cette circulaire du dictateur Salazar et de son gouvernement. Il faut éviter l'entrée au Portugal des gens indignes. Après 3 jours et 2 nuits de réflexion et de prière, ce fervent catholique a une révélation. Il va désobéir. Je déclare que je donnerai gratuitement un visa à quiconque le réclamera. Je désire être du côté de Dieu contre l'homme, plutôt que de servir l'homme contre Dieu. Sousa Mendes entame sa propre bataille de France. Permettre à des dizaines de milliers de personnes en danger de quitter le pays. Ses armes? Du papier, encore du papier. Des coups de tampon, des dizaines de milliers de visas vont être fabriqués. Nuit et jour. Aristide se fait aider par sa femme, ses enfants. Il ne s'arrêta pas une minute. Il se devait d'accomplir la promesse faite, accorder un visa à tous. S'il dormait ou s'il mangeait, il le faisait très vite. Il ne pouvait pas perdre de temps et c'était une personne de moins à recevoir un visa. Dans les jours qui suivent, Sousa Mendes se rend à Bayonne, Hendaye, Toulouse, là où il a autorité pour obliger ses subordonnés à délivrer des visas. Il accompagne même des réfugiés jusqu'au poste frontière. Le plus grand nombre de personnes doivent gagner la frontière espagnole avant l'arrivée des troupes allemandes, avant que les frontières deviennent quasi infranchissables. Fin juin, Sousa Mendes est convoqué à Lisbonne. Salazar est furieux. Cet homme est devenu fou. Il a perdu la raison. Salazar le démet immédiatement de ses fonctions. Pour avoir déshonoré le Portugal devant les autorités espagnoles et les forces allemandes d'occupation, et avoir osé mettre ses impératifs de conscience au-delà de ses obligations de fonctionnaire. Selon des sources officielles, le consul Sousa Mendes a accordé 30 000 visas à des personnes en détresse, dont 10 000 juifs. Parmi les foules d'anonymes et de personnalités qu'il a contribué à sauver, un capitaine blessé, évadé, qui cherche à rejoindre la France libre, Philippe Leclerc de Hautecloque, le futur général Leclerc. Et une des plus grandes stars d'Hollywood, l'acteur américain Robert Montgomery, qui faisait partie d'un corps de volontaires américains pendant la bataille de France. Ambulancier pour les forces alliées, l'acteur risquait d'être arrêté par les Allemands. Grâce au consul portugais, il pourra retrouver les lumières d'Hollywood. Sousa Mendes, lui, plonge en enfer. En 1954, brisé par le régime de Salazar, il meurt dans la misère. Il sera consacré juste parmi les nations en 1966. Sousa Mendes sauve des dizaines de milliers de vies. Et le 18 juin, à 22 h, le général de Gaulle lance un appel sur la BBC. La France ne doit pas céder au découragement, ne doit pas cesser la guerre. Un premier appel que pratiquement personne en France n'entend. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés, et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie. Pour de nombreux militaires français, avant ou après l'appel du 18 juin,
Cela ne peut plus rien changer. Cette déroute lamine tout espoir. Alors, autant mourir. Ce qu'ont fait 2 jeunes soldats, chacun à sa façon, à quelques jours de distance. Michel Tétinger, 20 ans. Vincent Doblin, 25 ans. Issus de 2 mondes tellement différents. Le lieutenant Tétinger appartient à la grande bourgeoisie, à une dynastie très nationaliste, impliquée dans l'extrême droite de l'entre-deux-guerres. Le soldat téléphoniste Doblin est le fils d'Alfred Döblin, le grand écrivain juif allemand, l'immortel auteur de Berlin à Alexanderplatz. Fuyant les persécutions antisémites, sa famille avait réussi à se réfugier en France. Le soldat Doblin avait obtenu la nationalité française et avait même francisé son nom. Wolfgang Döblin était devenu Vincent Doblin. Il vous reste des munitions ? Le 15 juin, à l'entrée de Troyes, le lieutenant Tétinger n'a plus qu'une poignée d'hommes et plus de munitions. On va monter à l'assaut. Michel Tétinger demande à ses soldats de se préparer à un ultime combat, pour l'honneur. Pour la France! Quelques jours plus tard, l'unité de Vincent Doblin se rend aux Allemands. À Ousseras, dans les Vosges, pour Vincent, il n'y a plus de calcul possible. Ce brillant mathématicien s'escrimait depuis des mois à résoudre avec ferveur une énigme mathématique. L'équation de Kolmogorov. Vincent l'avait résolue. Avait même envoyé un pli avec ses notes à l'Académie des sciences. Mais ce 21 juin, Vincent se sent piégé dans une équation insoluble. Famille juive allemande réfugiée en France, plus invasion de son pays adoptif par cette Allemagne nazie qui veut la peau des Juifs, égale. Vincent s'isole dans une grange, brûle tous ses papiers. Un coup de feu. Voici le témoignage d'une villageoise. Nous avons entendu une détonation derrière nous. Le village était rempli de soldats français prêts à se rendre. L'un d'eux m'a dit qu'un militaire venait de se suicider. Je suis allée le voir. Il était allongé sur un petit tas de foin, dans le fond de la grange. Pendant des années, Vincent Doblin sera considéré comme porté disparu. Ce ne sera qu'à la fin de la guerre que son corps sera identifié. Il est toujours inhumé à Ousseras. Et ce n'est que 60 ans plus tard que l'Académie des sciences ouvrira son pli. La solution à l'équation de Kolmogorov. Suicide de militaires, de civils. En mai et juin 40, combien de Français ont choisi finalement de se donner la mort? Selon nos propres recherches, au moins plusieurs centaines. Pétain discourt une deuxième fois à la radio. Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. Le gouvernement a désigné hier les plénipotentiaires chargés de recueillir leurs conditions. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. L'armée allemande, elle, ne cesse pas les hostilités. Les massacres de prisonniers de guerre et les représailles sur les populations civiles continuent. Comme l'illustre ce document rarissime, réalisé peu après la destruction d'un village alsacien par un habitant de la région. Viroval est bombardé et détruit.
côté français, malgré les appels de Pétain, de nombreuses unités s'accrochent toujours au terrain, se battent comme des lions. Notamment les troupes coloniales, qui sont toujours déterminées et qui savent ce qu'ont déjà subi tant de soldats indigènes, ces cortèges d'humiliation et de massacres. Le 22 juin, l'armistice est signé. Les nazis ont exigé qu'il le soit au même endroit que l'armistice du 11 novembre 1918, à Compiègne, dans la clairière de Rotonde, dans le même wagon qu'en 1918, spécialement acheminé pour l'occasion. La délégation française, dirigée par le ministre de la Guerre, le général Hunziger, accepte toutes les conditions de la convention d'armistice, notamment la division de la France en deux zones, une zone occupée, une autre, dite libre, le paiement de l'entretien des troupes d'occupation et le versement quotidien d'un tribut énorme à l'Allemagne nazie, la livraison des opposants autrichiens et allemands réfugiés en France. Après la signature de l'armistice, la clairière sera complètement rasée. Place nette. Les Allemands concassent l'histoire. L'humiliation de cette maudite Grande Guerre. Le lendemain de l'armistice, Hitler s'octroie une visite éclair à Paris. Arrivé à l'aube, il repart dès 9 h du matin. Peut-être repense-t-il à ce que la propagande nazie avait annoncé en avril, annonce dont la presse française s'était faite l'écho. 9 avril 1940. L'Allemagne nous menace une fois de plus de la guerre éclair. Paris sera pris le 15 juin, la paix sera signée le 1er juillet. Le Führer s'offre même sa revanche personnelle. Il retourne dans le nord de la France, dans les secteurs où il avait combattu en 1916. Moins de 25 ans après, l'ancien petit caporal autrichien a mis la France à genoux. À genoux, pas complètement. Une petite partie de l'armée française refuse toujours de se rendre, notamment les milliers de soldats de la ligne Maginot. Cette ligne de défense, réputée infranchissable et qui n'a servi à rien. Le gouvernement français menace alors de faire passer en conseil de guerre tous ceux qui veulent continuer le combat. Alors, en cette fin juin, se produisent les ultimes redditions. Les dernières troupes françaises sont même livrées aux Allemands. Le Troisième Reich détient maintenant près de 2 millions de prisonniers de guerre. Oui, la France est à genoux. Elle se relèvera. C'est ce que pense De Gaulle. Jour après jour, sur les ondes de la BBC, le général De Gaulle appelle à espérer. Tout n'est pas perdu. La France doit se battre. Le 22 juin, son appel est entendu. Au large de la Bretagne, dans l'île de Sein, une histoire aussi exceptionnelle qu'unique commence. Le gardien du phare avait prévenu les habitants qu'un général français s'adresserait à la population. Un poste TSF est installé sur un rebord de fenêtre. Le Comité national français prendra sous sa juridiction
tous les citoyens français présents en territoire britannique et prendra sous sa direction tous les éléments militaires et administratifs qui s'y trouvent ou qui viendraient à s'y trouver. La guerre n'est pas perdue. La patrie n'est pas morte. L'espérance n'est pas éteinte. Vive la France! Le soir, dans les cafés de Lille, les discussions sont animées. Qui est ce général? Faut-il croire en lui? Le recteur de Lille, le titre que porte le curé, se fait l'allié de Gaulle. Le recteur prêche pour le combat. Il est épaulé par le maire, appuyé par les femmes, qui poussent leurs hommes à partir, à rejoindre coûte que coûte l'Angleterre. Dès le 24 juin, 126 hommes sont volontaires. Déterminés au point que plusieurs pères embarquent avec leur fils, le plus jeune à 14 ans. En cette fin juin, une petite armée de Bretons part pour la guerre. La ferveur et l'espoir au cœur. La plupart d'entre eux vont servir sur des navires de guerre. 18 mourront au combat. En 1946, toute l'île sera faite compagnon de la libération. Le 28 juin, dans le sud de la France, Paul Reynaud a un grave accident de voiture, à l'image de tout un pays qui est parti dans le décor. Le bilan de la bataille de France est désastreux. 200 000 militaires et civils ont été blessés. « 20 000 civils tués. 60 000 soldats tués et portés disparus, dont près de 20 000 soldats indigènes. Ces soldats indigènes pour lesquels l'histoire ne s'arrête pas avec l'armistice. Terrorisés à l'idée de tomber aux mains des Allemands, victimes de leur haine raciale, beaucoup errent à la recherche d'un refuge. Grâce à des recherches historiques récemment entreprises, nous avons appris plusieurs faits. Semaine après semaine, mois après mois, les Allemands n'ont de cesse de les traquer. Ceux qui sont retrouvés sont souvent assassinés. Et leurs cadavres sont abandonnés sur place. Les soldats africains sont même dépossédés de leurs papiers militaires. Ils resteront des soldats inconnus, privés de dignité, jusque dans la mort. Quelques-uns s'engageront dans les premiers mouvements de résistance, une autre page oubliée de leur histoire. Les crimes nazis commis partout en France en mai-juin 40 sont restés impunis, à quelques exceptions près, comme le massacre des 99 soldats britanniques au lieu dit le Paradis. En 1948, les deux seuls survivants de cette tuerie arrivent à Hambourg pour le procès de leurs bourreaux, Albert Pouli et William O'Callaghan. L'ex-capitaine SS Knöchlein sera condamné à mort et pendu. En juillet 40, le gouvernement Pétain quitte Bordeaux pour Clermont-Ferrand, puis Vichy.
Le 2 octobre, l'entrevue de Montoire entre Hitler et Pétain scellera en une poignée de main la politique de collaboration. Pour le Royaume-Uni, auquel Churchill a promis du sang, de la sueur et des larmes, la bataille d'Angleterre commence. Le gouvernement britannique reconnaît de Gaulle comme chef de la France libre. Le 2 août, le régime de Vichy va condamner à mort par contumace de Gaulle, puis le déchoir de la nationalité française. La France entre dans 4 années de ténèbres, de ce mois de juin 1940 à un autre mois de juin, juin 1944.